Quand on dit on va faire une scène avec une levrette, ça ne veut pas dire qu'on autorise un tirage de cheveux, un étranglement, une fessée, des griffes. Des coulisses du porno au plateau de cinéma et au consentement. On va parler ce soir des nouveaux métiers qui se sont créés depuis quelques années, depuis MeToo aux États-Unis, avec notamment un métier dont on parle ce soir avec notre invité. Bonsoir Manon Luya. Bonsoir. On va parler de coordinateur, coordinatrice d'intimité. Absolument. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Parce que je pense que tout le monde ne sait pas encore. Ça fait quoi? Ça fait 3-4 ans, on va dire, que ça existe officiellement? Non, un peu plus. Ça fait une dizaine d'années. Ouais. Mais on va dire qu'en Europe, ça fait 4-5 ans qu'on commence à en parler. On commence à l'envisager un peu plus sur les plateaux de cinéma et production porno. Donc, la coordinatrice d'intimité ou le coordinateur d'intimité, c'est la personne qui va venir chorégraphier des scènes, très souvent qui mettent un peu les acteurs ou actrices dans une position de vulnérabilité, donc souvent les scènes d'intimité. On va venir faire cette chorégraphie pour connaître leurs limites et jouer un peu sur les axes créatifs, c'est-à-dire qu'est-ce que tu aimes bien faire ou pas. Et surtout, venir réellement créer des scènes autour de l'intimité, proposer quelque chose de plus réaliste. Et tout ça, c'est pour s'assurer que la scène, elle ne soit pas faite un peu au hasard et qu'il n'y ait pas de débordement. Et surtout, créer un cadre un peu plus sain d'exercice. On parlera du porno tout à l'heure, si tu veux bien. Restons sur le cinéma, parce qu'effectivement, ce qui est un peu choquant, et je t'ai écouté, parce que tu es aussi sur Instagram, on en reparlera tout à l'heure, tu expliques et tu vulgarises un peu ce milieu-là, c'est les seules scènes, quasiment, dans le cinéma qui ne sont pas chorégraphiées. C'est-à-dire que la plupart du temps, dans le script, on a scène d'intimité, et puis démerdez-vous avec ça. C'est vraiment ça qu'il y a dans le script, c'est-à-dire il y a marqué « et là, les acteurs font l'amour ». Voilà, font l'amour sauvagement, si on a un peu de chance. Donc en fait, ça ne veut rien dire, parce que chaque personne, chaque acteur, actrice va faire sa propre interprétation de la scène par rapport à son personnage et donc va peut-être tenter des choses, va peut-être essayer de créer une scène, de créer des mouvements qui peuvent ne pas convenir à l'autre. Et même si on est dans le cadre d'exercice d'un personnage, ça reste notre propre corps avec notre propre sensibilité, ce qui peut venir interférer et créer une scène en fait pas forcément bien jouée ou qui peut les mettre encore une fois dans une position de vulnérabilité. Surtout qu'il y a des différences parfois entre les acteurs, des acteurs plus anciens, plus aguerris, qui se posent moins de questions, et puis des jeunes femmes parfois ou des jeunes hommes qui débutent et qui posent un peu plus de questions. Puis il y a toute une dynamique de tournage. Les tournages, c'est quand même une ambiance particulière où devant le réalisateur ou la réalisatrice, on veut faire bien. On sait qu'à tout moment, on peut, les places elles valent cher, on peut se faire éjecter facilement. Donc on ose moins dire non aussi à quelque chose qui ne nous conviendrait pas. Absolument, on ne dit pas non. Puis c'est un milieu hyper compétitif, assez précaire, le cinéma, puisque Leonardo DiCaprio, il se fait des bons chèques, mais la plupart des acteurs que vous voyez à la télé, c'est pas le cas. Donc une place, elle a son prix. Et donc, forcément, ils se sentent moins à l'aise pour dire là, j'ai pas envie de montrer telle partie du corps ou faire telle chose. Donc, nous, on va être l'intermédiaire, la personne tierce, un peu, qui n'appartient ni à la production ni aux acteurs et qui va créer un peu ce pont sain de discussion pour trouver, parce qu'on est quand même là pour faire du divertissement. Donc, on va essayer de comprendre ce qu'attend le réalisateur ou la réalisatrice et prendre aussi en considération les demandes des acteurs et des actrices. Et on vient créer en fait un mélange assez malin pour s'assurer que ça aille à tout le monde. Et puis au final, avoir aussi peut-être quelque chose de plus intéressant artistiquement, parce qu'avec une vraie recherche, un vrai travail sur le sujet, et pas simplement, je pense qu'on se lasse un petit peu du missionnaire caché avec juste le lit qui bouge. On a peut-être besoin de voir autre chose dans l'intimité. Alors, il y a des séries qui l'ont très bien fait parce que c'était le sujet, comme par exemple Sex Education, où on a vu d'autres positions, d'autres pratiques, des choses qui peuvent nous arriver pendant le sexe. Le sexe est politique, le sexe est le reflet de qui on est. Donc, c'est important aussi de l'écrire dans le personnage. Quel type de sexualité a votre personnage? Qu'est-ce qu'il va le faire une fois dans l'intimité? Comment ils vivent leur moment à deux ou à plusieurs? Donc, tout ça, ça a besoin d'être écrit. Et voilà, comme va être écrit une scène de baston, parce que la manière dont va se battre le personnage ou dont il se défend, ça traduit de sa personnalité, c'est exactement la même chose dans l'intimité. Comment il gère sa vie intime, comment il gère la communication dans son intimité. Mais là, on parle des scènes de sexe, mais ça peut aller plus loin. Ça peut aller dans, ne serait-ce que, par exemple, une scène avec un médecin légiste, une scène de câlin, une scène de... Parfois, des choses plus douces peuvent être un peu plus écrites aussi, et donc on peut créer quelque chose d'un peu plus travaillé, tout simplement. Et alors concrètement, comment ça se passe? Est-ce que déjà c'est bien perçu, ça a été accepté tout de suite, ou est-ce qu'au début ça a été un peu compliqué de faire comprendre parfois des acteurs qui avaient, comme je disais tout à l'heure, de la bouteille, quelques années d'expérience, de se dire mais qu'est-ce que vous nous inventez là comme métier encore? On n'a pas besoin de vous, quoi. Ouais, en fait ça dépend où tu exerces. Il y a quand même pas mal de pays aujourd'hui qui l'installent de plus en plus et qui du coup c'est devenu assez normal de faire appel à une coordinatrice d'intimité, notamment en Allemagne, en Angleterre, où c'est devenu assez commun, on n'est plus trop choqués, et donc les acteurs et les actrices se sont passés un peu le mot, tout le monde se fait un peu confiance, a conscience qu'une bonne coordinatrice ou un bon coordinateur
va laisser l'espace à tout le monde, ne remet pas du tout en question les compétences de chacun et est là juste pour créer en fait un espace un peu sécurisant. En France, on a un petit peu de mal encore à faire connaître le métier. En effet, je pense qu'il y a certaines personnalités qui sont là, en fait, je sais faire et j'ai pas besoin de toi, mais qui comprennent pas qu'en fait, on est juste là pour ajouter du plus. On n'est pas là pour prendre la place de leur métier, pour les étouffer. On sait qu'ils savent faire et c'est justement parce qu'ils savent faire qu'on se dit on peut aller plus loin dans l'exercice. Pareil, les réalisateurs et les réalisatrices, certains ou certaines d'entre elles pensent que c'est parce qu'ils sont mauvais communicants. Non, pas du tout. C'est que de base, vous incarnez en fait une figure de pouvoir sur le tournage où les personnes en face, même si vous avez toute la gentillesse du monde, peuvent ne pas se sentir à l'aise pour communiquer de manière totalement transparente. Et c'est normal, et ça, c'est pas très grave. C'est juste, il faut se donner les moyens d'avoir un peu cet espace-là. Donc oui, c'est encore un peu mal interprété, mais je pense que ça va changer parce qu'on est en train de faire connaître le métier. Ouais, et surtout de la part des acteurs là dont on parlait, mais il y a aussi les producteurs et les réalisateurs qui disent bon, c'est un salaire en plus quand même sur le tournage. Ça peut, on imagine, parfois déranger un milieu qui existe depuis des années et qui n'est pas toujours enclin à se modifier, à se transformer. Ah non, surtout en France. Non, oui, c'est vrai que le côté, ça coûte de l'argent, ça demande du temps parce que quand on vient chorégraphier les scènes d'intimité, parfois on a besoin de temps avant, quelques jours avant ou avant la scène pour vraiment venir créer cette chorégraphie. Donc c'est du temps et la chose que l'on n'a pas sur un tournage, c'est du temps, généralement. Donc ça vient un peu tout remettre en question, ça peut agacer un peu. Mais finalement, les productions, c'est plus elles qui sont demandeuses parce qu'il y a aussi certaines productions qui disent ça va nous protéger. Parce que peut-être que, alors on n'est pas là pour faire l'avocat de qui que ce soit et s'il y a des choses qui se passent mal en dehors de ces scènes, c'est pas notre responsabilité et il faut les dénoncer absolument. On n'est pas un label de tout s'est bien passé et tout va bien. Pas du tout, faut pas le voir comme ça. Mais je pense que certaines productions ont conscience que des scènes d'intimité se font un peu à l'arrache, un peu au dernier moment. Et avec cette image qu'on a parfois de bon allez, tous ceux qui sont pas indispensables sur le plateau s'en vont, comme s'il allait se passer un truc grave, alors qu'en réalité c'est une scène comme une autre, si on la fait comme une autre. C'est ça. Après, il y a aussi le rapport à la nudité qui peut déranger, mais en effet, je dirais la seule initiative qui existe aujourd'hui, c'est on essaie de sortir du monde technique du plateau et c'est bon, on a créé un cadre sécurisant. Non, il n'y a pas que ça en fait qui peut créer un peu de l'incertitude dans l'ambiance de tournage. Donc ils se disent, il y a des productions qui sont assez réalistes en se disant on ne sait pas faire, donc on va faire appel à quelqu'un. Ça va nous protéger dans le sens où on ne sait pas vraiment comment faire. On n'a jamais opéré comme ça. Donc moi, il y a beaucoup de productions qui nous appellent vraiment avec l'envie d'avancer là-dessus et ça fait vraiment du bien. Et malheureusement, il y a d'autres productions qui pensent qu'on incarne un label disant c'est bon, tout s'est bien passé, alors qu'elles ne sont pas du tout dans un état de collaboration et dans ce cas-là, c'est pas trop possible de travailler ensemble. Et toi, dans ton expérience, parce que ça fait 1 an, je crois que tu fais ça de façon officielle, à peu près 3 à 4 ans, je crois que tu fais ça aussi sur les tournages, au début un peu moins officiellement. Ouais, j'ai aidé des copines. J'ai aidé des copines puisque j'avais mes réseaux sociaux et je croisais des amis TDS ou des amies comédiennes qui me disaient là en fait j'ai une scène, apparemment je suis en jupe alors que j'ai jamais été d'accord pour être en jupe, on n'en a jamais parlé. On essayait de créer un intermédiaire un peu sain pour créer une nouvelle communication avec la réalisatrice ou le réalisateur. Donc oui, officiellement ça fait 1 an. Qu'est-ce qui t'a le plus choqué ou à quoi tu ne t'attendais absolument pas sur les tournages ou à l'inverse, qu'est-ce qui t'a rassuré peut-être par rapport à l'image qu'on peut s'en faire? Alors, moi j'avais peur, sachant donc j'exerce autant dans le cinéma que dans la pornographie, un petit peu plus dans la pornographie dernièrement parce que j'ai vraiment créé plusieurs projets avec des productions assez intéressantes. J'avais peur un petit peu pour le milieu de la pornographie où les acteurs et actrices le prennent vraiment comme une insulte à leurs compétences, à leur capacité de faire des scènes de sexe devant une caméra. Encore une fois, c'est pas du tout le cas. On est là, on sait que vous savez faire et justement, on veut pousser ça un petit peu plus de manière, en prenant un peu plus soin de vous. Donc j'avais vraiment peur de ne pas être du tout acceptée et en fait ça a été totalement l'inverse. Quand je suis arrivée, j'ai été très très bien accueillie, autant par des femmes que des hommes. Il y a des liens de confiance qui se sont créés qui aujourd'hui ont donné naissance à vraiment des projets un peu... on a réussi à travailler ensemble sur des projets un peu plus lourds, un peu plus compliqués, où ça demandait beaucoup plus de temps, donc c'était génial. Et sinon, naïvement, je pensais que dans le cinéma, on a vu tout ce qui se passe ces dernières années, je pensais qu'on allait me faire une hola quand j'allais arriver. En fait, pas du tout. C'est là où ça a été beaucoup plus compliqué, où on m'a dit, non, en fait, on n'a pas de budget, on n'a pas l'envie, ou on ne sait pas comment on peut te faire confiance. Donc c'est pour ça que ça met un peu de temps. Et c'est pour ça aussi qu'en attendant, j'arrive à avoir un peu plus de travail dans d'autres pays qu'en France. Et dans la relation avec acteurs, ça, j'imagine, peut aussi rassurer
tout le monde. On imagine souvent la femme comme la victime dans une scène avec l'homme plus âgé, parce que c'est aussi ça le cinéma. On Oui, bien sûr. a tendance toujours à prendre des femmes plus jeunes pour jouer des rôles plus âgés, alors Toujours. que l'homme, c'est plutôt l'inverse. Finalement, est-ce que eux aussi, ça les rassure pas, ceux qui sont en tout cas de bonne foi, de se dire au moins, c'est encadré, et même si je pense savoir faire seul, vu la période actuelle, ça me sécurise. Oui, mais il y a aussi surtout que pour une fois, on leur donne la parole aussi. Mhm. Pour une fois, on s'intéresse aussi à leur bien-être. Donc, les acteurs comme les actrices, ils sont tous victimes un peu de cette compétitivité et ils ont Mhm. tous conscience que ils sont sur des sièges éjectables et que tu as intérêt à être efficace si tu veux rester, et si tu veux continuer le tournage et si tu veux avoir d'autres films derrière. Donc, eux aussi, finalement, pour une fois, quelqu'un les écoute un peu plus et donne la place à c'est pas parce que tu es un homme que de base tu acceptes de montrer ton torse. Mhm. C'est pas parce que une partie du public ne sexualise pas le torse que ce n'est pas censé te gêner. Peut-être que tu peux être gêné pour ça. Mhm. Moi, il y a beaucoup d'hommes finalement qui m'ont dit ah mais c'est pour moi aussi. Je dis ah, bien sûr, c'est pas que pour les femmes sur les plateaux. Alors Ouais. évidemment, malheureusement, les femmes avec le sexisme qui est tout le système patriarcal évidemment sont plus victimes des violences sur les tournages, ça c'est clair. Mais il y a aussi les acteurs qui ont besoin de ce travail-là. Donc c'est vachement chouette de voir qu'ils sont surpris très souvent de dire ah mais c'est pour moi aussi. Oui, bien sûr. Et ils sont généralement assez dans la collaboration et assez partants pour le faire. Et oui, ça les rassure aussi par rapport à leurs partenaires de jeu, parce que beaucoup, en réalité, pas mal d'entre eux ne veulent pas mal faire. Et se disent, si c'est l'amour sauvagement, je sais pas, peut-être qu'il faut que je la prenne comme ça ou je la pousse contre un mur. Non, peut-être pas. N'interprétons pas, travaillons ensemble et au moins personne ne se fait mal et tout le monde se sent en sécurité, quoi. Et on parlait justement de consentement. À quel moment, à quelle étape, tu disais je suis pas une avocate, mais à quel moment toi tu peux dire bon stop, là j'ai discuté avec l'actrice, ça elle ne veut pas le faire. Comme voilà, on le sait, c'est compliqué de dire non au cinéma. En fait, moi, c'est un gros travail en amont de la scène. C'est-à-dire que le jour où je reçois le script, je le lis, je vais voir un peu tout ce qui me semble être de l'intimité. On va voir avec la réalisatrice ou le réalisateur sur quoi on peut travailler. Donc, on va dire, telle scène, ça peut être intéressant de faire un travail. Et ensuite, moi, je vais avoir des moments seuls, confidentiels, avec les acteurs et actrices, chacun, pas ensemble, chacun de leur côté, où je vais prendre le temps de discuter avec eux. Très souvent, ils arrivent, ils disent « je suis d'accord pour tout ». Ouais. T'es pas d'accord pour qu'on te pisse dessus, non? Alors, on avance. Dis-le alors. Très souvent, en fait, ils disent ça parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que ça se sache qu'il ou elle n'est pas d'accord pour faire ça. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Tu as le droit aussi de ne pas savoir si tu es d'accord. Et dans ce cas, on travaille ensemble dessus, voir si ça te dérange ou pas. En fait, ce travail-là, ça passe d'abord par une discussion. J'essaie de comprendre leur propre interprétation des scènes que j'ai soulignées avec la réalisatrice ou le réalisateur, ce qu'ils imaginaient de ces scènes, comment ils voulaient jouer. Et ensuite vient les moments un peu des répétitions où on va venir créer la scène ensemble. Et tout ça, toujours avec un échange avec le réalisateur ou la réalisatrice pour bien comprendre son idée aussi, parce que je suis l'intermédiaire intelligent où je suis censée savoir, là, il y aura 2 caméras, il faudrait absolument que l'on voit telle partie du corps. Comment on peut tromper la caméra pour faire croire au spectateur ou à la spectatrice que la personne est nue alors qu'elle ne l'est pas, qu'il la touche alors qu'il ne la touche pas. Tout ça, c'est que du jeu, que du trompe-l'œil, que de la chorégraphie, c'est-à-dire qu'on aura beau faire 40 fois la scène sera toujours faite de la même manière, alors avec plusieurs niveaux d'intensité comme des intensités de jeu, mais il n'y aura jamais de débordement. Et en fait, si jamais il y a une prise de liberté, ce qui arrive très rarement, d'un acteur ou d'une actrice, je suis censée avoir le même pouvoir que le réalisateur et la réalisatrice et dire stop, on arrête la scène. Honnêtement, ça arrive très rarement, parce que de base, quand il y a cet esprit un peu de collaboration, on a envie de co-créer quelque chose, personne ne triche le jour de la scène et personne ne se permet des gestes ou des mouvements qu'on n'aurait pas vus ensemble avant. Et ce travail, il a été validé en amont aussi avec tous les responsables, toute la réalisation. Et donc le jour J, généralement, tout se passe assez bien. Et il y a l'après aussi. Une fois qu'on termine la scène, il peut y avoir un débrief. Un débrief le jour J. Et puis quelques jours après, revenir comment tu t'es senti, comment tu te sens sur le tournage. Est-ce que depuis ça, tu as ressenti des choses qui ont changé? Est-ce que tu as envie de travailler sur autre chose? Parce que parfois, ça peut arriver après, comme on a beaucoup de pression sur un tournage. Donc c'est un travail beaucoup avant. Pendant, on est là surtout pour superviser et après aussi pour prendre un peu la température et ne pas oublier que je ne suis pas là que pour ça. On peut parler de comment tu te sens sur ce projet, en général. On va parler maintenant de la pornographie, je le disais, parce que déjà, c'est un milieu que les gens connaissent assez peu. Alors, c'est tabou. Oui, bien sûr. Qu'on en regarde ou qu'on n'en regarde pas, qu'on l'assume ou qu'on ne l'assume pas. J'imagine que les questions sont nombreuses par rapport à ce milieu-là, parce que quand on connaît très peu, c'est un peu la problématique. Là, c'est pareil, le consentement, on en a entendu parler
pendant des années, il n'y avait que des problèmes, quoi. Jackie et Michel, pour ne pas les nommer, parce que c'était les plus connus, peut-être aussi, mais où on a eu le côté amateur qui est arrivé dans le milieu, et donc il y a des scandales, il y a de l'esclavagisme même dans certaines productions. Comment on rentre dans ce milieu-là? Qu'est-ce qu'on découvre finalement par rapport à l'idée que tu t'étais fait peut-être avant, et comment on travaille dans un milieu qui est assez particulier, rien que sur le concept? En fait, comme ça a été toujours très méprisé, la pornographie. Comme on s'est toujours dit, voilà, c'est sale, ça ne nous intéresse pas, on le laisse dans un coin. Évidemment, il y a des productions et des personnes très mal intentionnées qui en ont profité. Et le jour où on a décidé d'écouter les travailleurs et travailleuses du sexe, on a réalisé qu'il y avait des dérives scandaleuses comme de l'esclavagisme, des viols, etc. Et tout ça, ce n'est que le résultat d'une société qui a décidé de mépriser une industrie qui fait beaucoup d'argent, qui est largement consommée. Donc qui est regardée, parce que sinon ça ne ferait pas d'argent. Bien sûr, ça fait partie des divertissements le plus consommés, la pornographie. Et c'est fou qu'on ne s'intéresse pas au bien-être des acteurs et des actrices parce qu'on les méprise par notre propre rapport au sexe. Et donc forcément, ça avait besoin d'être encadré. Donc des productions comme celles que tu as citées et d'autres qui sont problématiques, moi aujourd'hui, je me refuse à travailler avec elles. Et pourtant, ils auraient besoin de toi. Bien sûr, c'est ça un peu qui est problématique, mais le truc c'est qu'il y a des productions qui n'ont pas forcément fait toujours les choses très très bien, qui aujourd'hui ont des chartes déontologiques et qui essaient de faire des mises en pratique plus saines et qui font appel à des coordinatrices ou des coordinateurs. Et il y en a d'autres qui doivent être jugés avant de continuer à travailler, j'estime, notamment Jackie et Michel, où c'est toujours pas le cas. Et j'estime que tant que ces productions ne sont pas passées devant un tribunal, il devrait y avoir un arrêt d'exercice et ils ne devraient pas continuer. Bon, ça, c'est que mon avis sur le sujet. Mais du coup, il y a quand même beaucoup de productions pornographiques éthiques et des productions qui n'étaient pas éthiques, qui sont devenues éthiques ou qui cherchent à le devenir, qui sont en train de changer et on tend vers quelque chose qui prend un peu plus soin de nos acteurs et actrices, mais aussi des équipes techniques. Donc, c'est hyper encourageant. Et voilà, moi je ne travaille pas dans l'amateur parce que ça manque d'encadrement encore aujourd'hui et malheureusement, je pense qu'il y a tout un travail à faire sur, sur la pornographie amateur parce qu'il y a un vrai besoin d'encadrement. Mais côté professionnel, les productions de toute façon qui ont des mauvaises pratiques sont en train de disparaître et tant mieux. Et celles qui sont de plus en plus éthiques parce qu'elles proposent, c'est-à-dire des films un peu plus réalistes, des corps qui ressemblent un peu plus à la réalité, des pratiques moins violentes, ou alors si elles sont violentes parce qu'on est dans un cadre par exemple de BDSM, c'est explicitement dans un cadre BDSM et c'est pas par défaut on fait de la violence dans le sexe, et aussi dans la manière de produire, c'est-à-dire il y a des coordinateurs ou des coordinatrices d'intimité sur le tournage, on prend un peu plus soin des acteurs-actrices, on surveille la manière dont ils sont payés, on propose de vrais contrats, donc c'est hyper encourageant. Ça tend, je pense, encore à se perfectionner et je pense qu'on est au début. Mais en tout cas, moi, je suis assez enthousiaste de voir que ça change et qu'on avance vers quelque chose de plus positif, quoi. Mais le métier est complètement différent, même pour toi, parce que on passe d'un milieu cinéma où tout est chorégraphié parce que simulé, à de la pornographie où là, il n'y a plus de simulation. On le fait pour de vrai, même si c'est... j'imagine que... Voilà. En fait, dans le cinéma, on vient désexualiser la pratique. C'est-à-dire que quand on parle d'intimité, on va venir chorégraphier pour montrer que ce n'est pas du sexe, on fait semblant, c'est du faux. Donc on désexualise tout. On caresse pas une poitrine, c'est un contact poitrine. C'est ça. C'est pas je te touche les seins, c'est un contact main au niveau de la poitrine. C'est pas je te mets une fessée, c'est un contact main au niveau de la fesse gauche, droite, machin. Enfin bref, on n'utilise pas de termes comme levrette ou des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'on vient désexualiser. Ça permet en fait de créer ce cadre safe où les acteurs de cinéma vont peut-être être plus à l'aise là-dedans. Dans la pornographie, on sait qu'on vient pour du sexe, on sait qu'on vient pour un contact génital. Par contre, quand on dit on va faire une scène avec une levrette, ça ne veut pas dire qu'on autorise un tirage de cheveux, un étranglement, une fessée, des griffes, enfin bref. En tout cas, pas si ça n'a pas été clairement explicité avant et avec un accord des deux côtés. Absolument. Il faut savoir que si déjà les scénarios de cinéma sont pauvres, dans le déroulé des scènes d'intimité, dans la pornographie, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on dit, il va y avoir une scène homme, femme, pénétration, fellation, et voilà. Bon, nous, on va venir détailler un peu plus. Une fellation, d'accord, mais est-ce que ça te dérange si on touche au niveau des testicules? Est-ce que tu es OK pour qu'on voit tes fesses? Est-ce que telle position, tu te sens beau ou belle? Est-ce que tu penses pouvoir faire telle position? Parce que parfois, ça peut faire mal au bras. Donc, pareil, la dernière fois, on avait fait une scène sur un tapis. On a mis des tapis de yoga sous le tapis parce qu'en fait, au bout d'un moment, on peut avoir mal aux genoux à force de frotter. On va venir mettre des corps gras sur les parties du corps qui frottent. Enfin bref, c'est des petites choses qui peuvent paraître très, très anodines et on se dit, ça existe déjà.
non, ça n'existait Mais pas. c'est qu'on partait de très très loin en fait. Les loin. acteurs et actrices étaient clairement pas respectés. Et... Ben, il n'y avait pas trop de raisons pour ces productions de prendre plus de temps, d'énergie et d'argent, puisque dans tous les cas, elles savaient qu'elles étaient protégées parce qu'on n'écoutait pas les cris, les alertes. Je veux dire, c'est vraiment la manière dont on a traité la pornographie qui est coupable aussi de la manière dont certaines productions se sont comportées derrière. Alors, je ne dis pas que toutes les productions sont malveillantes, ce n'est pas forcément le cas, mais il y a beaucoup de productions, en tout cas, qui ont profité de ça pour se dire, mais on fait de l'économie d'argent, au lieu de ce soit un tournage de 2 jours, on va tout faire sur une journée, et donc, même si elles sont épuisées, ce n'est pas très grave, ce n'est pas notre problème, on essaie d'économiser de l'argent. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On fait une scène par jour, des actrices, si on voit qu'au bout de 20 minutes de scène, elles sont épuisées, on arrête, on fait une pause, elles ont droit à des pièces où elles peuvent se poser tranquillement, etc. etc. Et bon, tout ça, ça vient créer un autre cadre de travail. Et justement, est-ce que tu as des exemples, toi, de choses qui ont pu se passer avant que tu arrives, ou que les coordinateurs et coordinatrices d'intimité arrivent dans le milieu et qui sont juste abominables, quoi? J'ai eu une actrice qui m'a confié, alors je le raconte parce qu'elle m'a dit que j'avais le droit de le raconter sans, je précise, sans donner son nom, qui m'avait dit que oui, elle était arrivée sur une scène un jour et qu'on lui a dit que ça allait être une scène anale et qu'elle n'était pas du tout prévenue qu'il y aurait une pénétration anale. Il faut savoir que la pénétration anale, ça se prépare en amont. Même si vous ne voyez pas dans le film, il y a plusieurs temps de préparation avant avec du lavage, parfois de l'épilation, parfois besoin de masser un peu la zone avant pour s'assurer que pendant la pénétration, on ne se fasse pas mal et on ne se blesse pas. Et en fait, elle n'a pas été prévenue. Elle était sur un tournage où il n'y avait que des hommes, c'était la seule femme. Et il ne parlait pas très bien anglais. Et en fait, elle s'est sentie un peu obligée d'avoir cette scène anale qui, en plus, l'a un peu blessée au niveau de la zone puisque la pénétration n'a pas été très bien préparée puisqu'il n'y avait pas le matériel pour. Et donc, en fait, elle a très mal vécu cette scène. Elle a terminé la scène, elle s'est enfermée dans sa chambre d'hôtel toute la nuit. Le lendemain, elle est repartie. Moi, quand j'entends ça, en fait, c'est un acte d'une telle violence. En fait, ça peut laisser des séquelles à vie. C'est les mêmes séquelles qu'un viol, puisque c'est un viol. C'est des choses qui sont malheureusement arrivées à plus d'une actrice ou plus d'un acteur aussi, parce que dans le porno gay, par exemple, aussi, il y a aussi des violences. Tout ça, ces discours, ces témoignages, ils ont longtemps existé. On ne les a pas entendus. En fait, la société s'en fout parce qu'elle ne les respecte de toute façon pas. Complètement. Donc, quand j'entends ça, parce que ce n'est pas la seule fois où j'ai entendu ça, ou alors aussi le fait que, parce que c'est des actrices, il y a un mec de l'équipe qui arrive, qui met une petite claque au cul. Non, c'est pas parce que c'est une actrice ou un acteur qu'ils ou elles sont d'accord pour tout faire, pour qu'on les touche ou pour qu'ils se mettent à poil devant toi s'ils ne sont pas forcément d'accord de se mettre directement nus. Bon, toutes ces choses-là, on se dit par défaut, comme c'est des acteurs et actrices, c'est bon. Non, en fait, bien sûr que non. Ils ont droit à un certain respect, un cadre de travail sécurisant et ils ont droit d'être écoutés aussi, d'avoir le choix, tout simplement. Donc, moi, je suis très contente de travailler dans la pornographie parce que j'ai... Mais justement, c'était ma question. Vas-y, je t'en prie, excuse-moi. Non, mais sinon tu fais tout, mais c'est très bien, en tout cas c'est très intéressant. Tu parles de tout ça de façon très professionnelle. Est-ce qu'on est toujours à l'aise de parler de son milieu quand justement il est mal vu par la société, quand il pose question aussi, parce qu'on se rend compte que c'est extrêmement mal encadré, même au niveau de diffusion, qu'un jeune de 12 ans peut devenir complètement accro à la pornographie sans qu'on se pose la question, quand on demande pourquoi pas mettre la cardite bleue, parce que encore une fois c'est un sujet complexe, donc en fait on ne veut pas avancer sur ces questions-là, mais pendant ce temps-là on a des générations de jeunes aujourd'hui qui sont vraiment dans la misère parce que parfois complètement addicts à regarder 8 à 9 heures par jour, on voit des chiffres complètement hallucinants. Tu es complètement à l'aise à parler de ce milieu-là? En fait, c'est un métier militant, coordination d'intimité. C'est-à-dire qu'il faut quand même si certaines personnes ne sont pas d'accord, moi j'estime qu'il faut quand même un penchant assez militant pour faire ce métier-là et donc défendre certaines valeurs. L'addiction à la pornographie, c'est un fléau, c'est vraiment quelque chose qu'il faut combattre, dont il faut plus parler parce que pareil, on n'en parle pas assez. C'est pour ça que je défends les productions éthiques parce que généralement, elles ont des plateformes payantes. Et donc, ça ne va pas être accessible à un public qui n'a pas les moyens de se payer, donc plus jeune, ou alors ça va être disponible en gratuit de manière vraiment très, très, très limitée. Et donc, c'est plus difficile de tomber dans une forme d'addiction. Ou alors, vraiment, c'est des images qui vont surtout aider à faire travailler l'imagination derrière. Donc, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec Internet, avec le téléphone, tout ça, on a accès à d'autres plateformes mainstream où pour moi, la pornographie mainstream est problématique sur plein de points. Je pense aussi qu'il faudrait mieux encadrer tout ça, qu'il faudrait limite faire disparaître certaines plateformes, pour moi, qui sont trop problématiques et qui sont les causes
de ces addictions et de plein d'autres. Voilà, parce que quand on voit qu'il y a une augmentation des violences sexuelles aussi chez les plus jeunes, on sait d'où ça vient. On sait que c'est aussi l'influence de la pornographie. Il n'y a pas que l'addiction, il y a plein de problématiques. Dans mon métier, même si mon cadre d'exercice il se fait surtout sur les tournages, j'interviens régulièrement et aussi par le biais de mes réseaux sociaux sur plein de sujets pour montrer qu'il y a quand même un pan militant où j'ai envie de défendre certaines valeurs et de montrer que ça ne sert à rien de chercher à faire disparaître la pornographie, elle existera, venez, on l'encadre. Pareil, on ne va pas arrêter de faire des scènes d'intimité ou des scènes de sexe au cinéma, elles sont nécessaires dans le schéma de représentation, on a besoin d'elles, venez, on les encadre, plutôt que de dire on les interdit, comme ça il n'y aura plus de problème. Non, on encadre, ça ne sert à rien d'interdire ou de faire disparaître, au contraire, c'est comme ça qu'on tend vers de l'amateurisme et vers des choses plus dangereuses. Donc non, mais je suis à l'aise d'en parler parce que justement, je me suis posé un peu les questions de toutes ces valeurs-là, parce que oui, dans des conversations avec des amis ou en famille, quand on dit oui, mais en fait, est-ce que ça ne te dérange pas de participer à tel truc ou tel truc? Je connais mes valeurs et justement, c'est pour ça que je suis contente d'avoir des réseaux sociaux aussi, c'est parce que je peux exposer un peu tout ça et essayer de faire passer le message et de montrer que il y a aussi des acteurs et des actrices ou des productions qui pensent comme je pense et qui ne sont pas forcément d'accord avec tout ce qui se passe dans ces milieux-là, quoi, bien sûr. Et justement, on va parler des réseaux sociaux maintenant, parce que tu as un compte qui s'appelle Le Cunu. Ça fait quelques années que tu, justement, essaies de vulgariser des choses, parler finalement d'un sujet dont on parle quasiment pas, parce qu'on parlait de la pornographie il y a un instant, mais en fait, le sexe, c'est hyper tabou dans notre société, parce que déjà, on n'a pas envie d'en parler à nos parents, donc je pense que l'apprentissage se fait vraiment pas avec les parents. On a fait des émissions aussi avec d'autres invités avec qui on discutait de l'éducation sexuelle, tout simplement, où au collège, on se rend compte que malgré les lois, en fait, il n'y a pas autant d'heures de cours d'éducation sexuelle qu'on devrait, en tout cas qui ont été proposées dans une loi. Enfin bref, c'est quand même un sujet qui est hyper tabou, hyper complexe, et où, évidemment, c'est parfois la mauvaise pornographie qui fait l'éducation sexuelle de certains jeunes. Pourquoi déjà cette envie de parler de ces sujets-là et d'avoir créé ce compte Instagram sur lequel, encore une fois, tu parles vraiment de tout type de problématiques qu'on peut rencontrer dans le sexe? En fait, comme on est un peu dans cette société un peu schizo où on parle de sexe partout, tout le temps, tout est sexualisé, mais pour autant, dès qu'il faut vraiment parler, il n'y a plus personne. Moi, j'ai fait partie des jeunes qui, c'était il y a 15 ans, où je grandissais avec très peu de livres, où mes parents ils avaient un peu envie de m'éduquer, mais ils avaient eux-mêmes des lacunes. Et donc, ils m'apprenaient des trucs un peu faux, mais il y avait l'envie de bien faire. Et en fait, j'avais du vaginisme, moi, quand j'étais jeune. Donc, ce vaginisme, c'est en fait un réflexe pelvien qui empêche la pénétration vaginale d'un membre ou d'un tampon, même pour certaines personnes, enfin bref. Et donc j'ai commencé à me dire comment je vais faire du sexe si je ne peux pas être pénétrée vaginalement, parce que c'est comme ça que les femmes avec une vulve font. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer une sexologue qui a un peu changé ma vie, qui m'a aidée, qui m'a donné des livres qui étaient en anglais à l'époque pour essayer de comprendre, et j'ai commencé à m'éduquer et je me suis rendu compte que j'aimais trop parler de sexualité autrement que par les pratiques. C'est-à-dire que c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, je parle d'histoire, de pop culture, de société, des animaux aussi. C'est parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un énorme terrain de jeu, le sexe, et que en dehors de ce qu'on faisait au lit, il y avait toute une culture du cul qui, en fait, était passionnante, et qu'une fois qu'on s'était un peu habitué à parler de tout ça, on dédramatisait un peu, on se mettait moins de pression au plumard, et en fait, on kiffait plus notre vie sexuelle. On était plus en fait sujet à se poser des questions sur qu'est-ce qu'on a envie de faire, quoi. Et justement, on parle là d'activité sexuelle. On sait qu'elle est en baisse chez les jeunes de façon incroyable. Alors, il y a plusieurs façons de le voir. C'est plus consenti maintenant, on en fait peut-être moins mais mieux. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une question, là tu disais, on se détend un peu, on parle des choses pour justement pas se poser de questions. On parle quand même aux jeunes de sexualité que par des problèmes. Attention, on peut attraper des maladies. Attention, on peut tomber enceinte. Attention, ça peut être violent. Et en fait, on oublie de dire que le sexe, c'est quand même, quand c'est bien fait, plutôt sympa. Cool. Mais c'est vrai que c'est hyper anxiogène quand on en parle à l'école, parce que déjà, on parle que du cadre reproductif. Et en même temps, on nous rabâche que il faut surtout pas que tu sois enceinte ou surtout pas que tu fasses un enfant dès que tu es jeune. Donc, en fait, direct, on se sent à la fois... On a envie de s'approcher du sexe, à la fois on a peur. Après, on nous parle le poids de la religion aussi qui reste dans la société un peu. La différence qu'on fait entre un homme qui a plusieurs conquêtes et qui est plutôt quelqu'un de bien fréquentable, alors que quand c'est pour les femmes, c'est plutôt l'inverse. Oui, le sexisme qui rythme toujours notre vie sexuelle. En fait, il y a tellement de choses qui viennent alourdir toutes ces questions, en fait, qui sont normales et naturelles quand on grandit. Même dès l'enfance, on commence à se poser des questions. À chaque fois, on vient nous rajouter un peu des freins, des petits pièges sur le chemin, et on se dit mais en fait, c'est trop compliqué. Est-ce que j'ai vraiment envie de me poser toutes les questions? Est-ce que j'ai vraiment envie de savoir si je peux avoir une IST en faisant ci ou ça?
Je préfère le déni, c'est plus confortable et c'est comme ça qu'on avance un peu à l'aveugle. Ou alors on se crée des peurs irrationnelles et en fait on s'alourdit et c'est comme ça qu'on vient créer un peu des troubles. Bon, mais forcément, on part avec un sacré sac à dos quand même dans la vie sexuelle, ce qui n'est pas fun parce que je pense que la sexualité, on peut en parler de manière hyper ludique pour montrer que c'est pas si grave, que c'est pas si tabou. Et justement, en parlant ne serait-ce que de la vie sexuelle de Louis XIV, en se rendant compte que le mec, il s'est éclaté une partie de sa vie, j'en sais rien, en parlant de la vie sexuelle de tel animal ou j'en sais rien, on vient montrer que c'est très commun. C'est pas grave. Ça concerne tout le Ça monde. concerne tout le monde. On est tous là parce qu'à un moment donné, il y a Voilà. au moins un papa et une maman qui sont rentrés dedans. Donc c'est normal. Et puis surtout, ça permet juste de créer une discussion. Ouais. Au moins, on en parle. Peu importe la manière dont on en parle, on en parle. Et ça, en fait, on n'a pas créé encore, je pense, d'occasion pour les jeunes à en parler. Ouais. Donc c'est pour ça que les réseaux sociaux sont à la fois une aubaine, à la fois un piège, où il y a des comptes comme le mien, et il y en a d'autres qui font un travail incroyable, qui viennent vraiment parler des pratiques, qui viennent vraiment parler du plaisir, du rapport au consentement et qui ont éduqué ces dernières générations qui sont bien plus éduquées que toi et moi il y a 10-15 ans, mais qui pour autant restent encore un peu superficielles. On reste dans la théorie puisque tout ça, ça reste dans le cadre des réseaux sociaux, du numérique et donc dans la vie, on a encore du mal dans nos conversations à créer des conversations autour de ça, à créer des espaces juste pour parler de ça sans se mettre la pression, sans se sentir jugé. Mais ça va évoluer vers quelque chose de plus positif, je pense. Et malgré tout, il y a la partie visible sur les réseaux sociaux, le contenu que tu crées. Il y a aussi, j'imagine, des messages privés, des gens qui finalement se disent « Tiens, elle a ouvert la question, je vais peut-être pouvoir lui poser une question en direct ». C'est quoi les questions qui reviennent le plus souvent, ou les craintes ou les attentes des gens qui te suivent? Déjà, peu importe la question qu'on me pose, dès que ça parle de leur vie sexuelle, je rappelle à tout le monde que je ne suis pas professionnelle de santé, que je ne vais pas pouvoir leur répondre et faire un diagnostic et qu'il y a plein de professionnels de santé, des sexologues qui peuvent vraiment les aider, qu'il faut juste trouver la personne avec qui on se sent en confiance. Et ça, je le répète parce qu'on reçoit un nombre incalculable de messages. J'ai des amis qui font le même travail sur les réseaux. Et on reçoit des centaines de messages régulièrement, toujours les mêmes questions. Est-ce que, alors surtout à une époque, on avait beaucoup la question de est-ce que c'est normal si j'aime ça ou si je fais pas ça, enfin est-ce que je suis normale? Donc toujours vouloir rentrer dans un schéma uniforme de sexualité. Et c'est normal parce que si la seule sexualité visible dans le porno mainstream, elle est uniforme et elle est violente. Donc c'est normal qu'ils se posent des questions s'ils disent moi j'aime pas du tout ce que je vois en fait. C'est normal. Et maintenant de plus en plus sur le consentement. De plus en plus de questions disant en fait je sais pas si j'étais d'accord, comment je fais pour lui en parler. Il y a pas longtemps j'ai encore eu ça, mon copain il m'étrangle pendant les rapports alors qu'on n'en a jamais parlé. Je sais pas, est-ce que je dois lui en parler? Oui, bien sûr. Mais ton copain, il a sûrement vu ça sur du porno mainstream. Non, c'est pas acceptable si vous n'en avez pas parlé avant et que tu n'êtes pas d'accord. Beaucoup de questions aujourd'hui autour du consentement. Et aussi, malheureusement, et je pense que c'est aussi l'occasion d'en parler, j'ai beaucoup de messages où on me sexualise. Où en fait, on pense que parce que je parle de sexualité, je peux envoyer des nudes, je peux recevoir des photos non sollicitées de pénis ou de chatte, des choses comme ça. En fait, moi, je parle explicitement de sexualité, donc j'en reçois beaucoup. Mais malheureusement, il y a beaucoup de femmes et d'hommes aussi qui en reçoivent sur les réseaux. Est-ce que quand on parle, oui, j'imagine, mais est-ce que justement quand on parle de sexualité, on perd pas aux yeux de certains un peu de respect parce que c'est sale encore dans la tête de beaucoup de gens, la sexualité, et quand on s'abaisse à ce niveau-là pour eux, finalement on n'est plus respectable comme peut l'être une prostituée. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une prostituée qui se fait violer, c'est quelqu'un qui n'a pas payé au final. Ils ne comprennent même pas qu'une prostituée peut être violée malgré le choix qu'elle a fait de faire ce métier. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens pour qui la vie tourne autour du respect de soi. Et comme cette notion qui est très insolite, de la notion de respect de soi, qui est propre à chacun finalement, qui est propre à notre culture, au cadre dans lequel on a grandi, au trauma qu'on a eu, enfin bref, ils estiment que s'il y a une limite absolue à ne pas franchir dans le respect de soi-même, c'est de parler ouvertement de sa sexualité. À partir de là, quand tu parles vraiment de manière très libre de ta sexualité, déjà tu ne te respectes pas parce que tu ne respectes pas cette intimité et donc tu as franchi une limite qui fait qu'à partir du moment où tu as franchi cette limite, j'ai le droit de faire tout ce que je veux sur toi. J'ai le droit de t'insulter, j'ai le droit de te toucher, j'ai le droit de te menacer, j'ai le droit de considérer que tu n'es pas respectable et donc qu'à mes yeux,
tu es plus bas que le reste du monde. Et ça, moi, je l'ai beaucoup vu. Alors, c'est en train de changer parce qu'avec TikTok, c'est vrai, hein, TikTok et les réseaux sociaux en général, mais surtout TikTok, où il y a beaucoup de gens qui se filment en face cam, qui parlent de sujets comme ça et qui ouvrent des conversations sur plein de sujets très tabous et très intimes. On change un petit peu, mais doucement. Mais il y a quelques années, je participais au podcast Hotline sur Spotify, où on parlait très librement de notre vie sexuelle avec humour, on s'amusait beaucoup. J'ai reçu énormément de messages de gens disant « Mais en fait, est-ce que tu te rends compte qu'à partir de ce moment-là, tu n'es plus qu'une merde, en fait. Je peux pas te respecter. Tu as raconté ton coup d'hier soir, mais t'es qu'une grosse pute, quoi. » Et déjà, pute, c'est pas une insulte, c'est un métier. Donc, arrêtez de voir ça comme une insulte. Et surtout, en fait, je me respecte assez. J'ai assez de dignité pour moi pour ne pas me comporter comme toi tu te comportes. À insulter les autres, à les juger, à estimer que parce que nos valeurs ne se ressemblent pas, je peux me permettre d'être violent envers toi. À partir de là, moi, c'est là qu'il y a le respect de soi. Une femme qui parle sexe, c'est une femme problématique parce qu'elle me met dans une position inconfortable où elle me confronte à une sexualité auquel je n'ai jamais été confrontée, d'autant plus si elle ose parler de son plaisir, d'autant plus si elle parle de simulation chez les couples hétéros, par exemple. Elle me renvoie une réalité que je n'ai pas envie d'entendre. Donc tais-toi. Et comme on a beaucoup intériorisé les violences sexistes, oui, ça se transforme concrètement en des insultes, des menaces de viol, voilà, moi, quand je dis que je travaille dans la pornographie, ils estiment du coup que je suis par défaut actrice, puisque pour eux, il n'y a qu'un seul métier. Et du coup, ils se disent, j'ai le droit de l'insulter, puisqu'une actrice, de toute façon, elle ne mérite pas mon respect, elle monte son cul. C'est vraiment ça qui se passe. Les actrices, moi, elles m'ont déjà montré. Si vous aviez ne serait-ce qu'une seule idée de ce qu'elles reçoivent comme message, c'est d'une violence inouïe. Ouais. Les actrices, enfin les travailleuses du sexe en général et les travailleurs du sexe sont des personnes absolument respectables, qui font un métier très compliqué, qui font un métier absolument respectable. Ce n'est pas parce que ça ne ressemble pas à ce que vous estimez vos valeurs, bien qu'elles soient assez basses, vos valeurs, que vous pouvez vous permettre de vous comporter de la sorte. D'autant plus quand on sait qu'une majorité des personnes consomment ces programmes. Il y a quand même une certaine hypocrisie. Donc ça, typiquement, ça fait partie de l'aspect militant du métier où j'essaie en tout cas, en accord avec beaucoup de travailleurs du sexe, de faire de la sensibilisation sur les violences sur le numérique et dans la vie aussi, envers les TDS, quoi. Aujourd'hui, on ne peut plus tolérer ça, c'est pas possible. C'est vraiment plus possible du tout d'avancer comme ça. Et le message est passé. Merci beaucoup. Manon Lugat, je le rappelle, donc le cul-nu sur Instagram, évidemment. Merci de nous avoir expliqué ce que c'était que ce métier-là. Merci de m'avoir reçu. Tu fais partie des gens inspirants que je voulais recevoir cette année. C'est gentil. Et je crois que tu le sais, on a une nouveauté cette année, c'est le Inspire-moi en 60 secondes. Alors là, ce n'est pas à moi que tu vas parler, tu vas pouvoir t'adresser à ta propre caméra. L'idée, c'est que tu imagines que de l'autre côté, c'est un producteur de films, de cinéma ou même de pornographie qui n'a toujours pas compris l'intérêt de travailler avec des coordinateurs ou des coordinatrices d'intimité. Tu as 60 secondes pour le convaincre. Inspire-le. C'est compliqué. Alors, puisque nous ne sommes pas dans vos têtes et qu'on aimerait bien, parce qu'il y a sûrement beaucoup de créativité, venez parler à des coordinatrices ou des coordinateurs d'intimité, comprendre un petit peu plus, pour qu'on puisse comprendre un petit peu plus ce que vous imaginez dans toutes les scènes où il y a de l'intimité, un petit peu des choses compliquées, pour qu'on puisse le mettre en scène, trouver un moyen de pouvoir exprimer vos idées, tout ça en prenant soin des acteurs et des actrices qui vont participer à votre projet. Si vous participez à cette révolution de l'intimité, on ne pourra que le ressentir dans votre œuvre. Donc, je vous conseille vivement de vous y intéresser. Et on peut commencer par un café, puis après, on verra ce que ça donne. Merci beaucoup. Combien? Je ne sais pas, 2 secondes. C'était impeccable. Super. Merci Manon. Merci à toi.